Eh bien, bonjour à tous, amis maquettistes. Alors aujourd'hui, on va faire, je vais essayer de vous donner quelques techniques en fait que j'utilise régulièrement dans le magazine pour la construction de maisons et surtout la représentation en fait des murs, des pavés, des trottoirs. Donc avec différents matériaux de façon à ce que vous puissiez choisir après en fonction de ce qui vous intéresse et de ce qui vous paraît le plus simple à traiter. Alors j'ai emmené un duo qui est prévu pour le Steelmaster numéro 200, qui est donc en cours de construction, donc qui est tout récent, qui n'est pas terminé. Donc je vais en profiter pour terminer ça avec vous. Enfin avancer, parce qu'en 1h30 ça va être peut-être un peu short. Donc j'ai réaliser un bâtiment en blue foam, enfin en mousse bleue, mais peu importe. J'utilise de plus en plus, enfin pratiquement maintenant exclusivement, de la mousse ou alors du PVC expansé pour faire les bâtiments. J'utilisais beaucoup de plâtre à une époque. Le problème du plâtre, c'est surtout la poussière que ça génère. C'est un peu compliqué en fait. Dans un petit atelier, au bout d'un moment, ça fait beaucoup de saleté, etc. C'est très volatile, alors que la mousse, c'est beaucoup plus simple à gérer. Donc, je vais tourner peut-être vers la caméra, voilà, qu'on voit donc le bâtiment qui est déjà en partie construit. Donc, je vais enlever les parties qui sont qui sont en plastique ou en bois en fait. Donc ça, c'est pour la toiture. Donc c'est des tuiles faites en carte plastique tout simplement. On a aussi les planchers qui sont pareils en carte plastique. Donc la carte plastique rainurée. Déjà rainurée. Et puis moi, j'ai juste fait les planches, l'agencement des planches. En dessous, on a donc des planches de balsa pour illustrer les poutres. Et en fait, l'épaisseur, c'est de la mousse. Alors, c'est de la mousse en l'occurrence de chez Col 21, mais je crois qu'ils ne la vendent plus parce qu'elle n'était pas super qualité. En tout cas, vous allez voir, celle que j'utilise est beaucoup plus fine en fait. Donc, voilà, j'enlève le deuxième plancher. Donc, on a une structure qui est en mousse bleue, on va appeler ça comme ça, ou blue foam, enfin peu importe. Cette mousse qui vient de chez Diodump, alors je fais de la pub parce qu'en fait c'est le seul fournisseur que j'ai trouvé qui distribuait cette mousse-là. Elle a une densité qui est très intéressante en fait parce que la gravure, la gravure, en fait, elle permet de graver assez profondément, et on n'a pas de mémoire de forme, c'est-à-dire qu'elle reprend pas sa forme une fois qu'on a donné du relief sur une structure qui est plate au départ. Donc voilà. Donc bon, ça se découpe au cutter, vous imaginez bien, c'est hyper simple, et on peut vraiment faire différents types de structures à partir de ça. Donc là, c'est une maison donc en pierre. Je me suis inspiré de maisons de la région puisqu'en fait le Diorama se déroulera en Normandie fin août 44 là pendant la poursuite des troupes allemandes après Falaise, enfin autour de Falaise et puis vers la Seine. Donc je commence toujours en fait par me renseigner, j'utilise beaucoup Google Maps pour faire du repérage en fait quand je peux pas aller sur place. Et par exemple hier, pour venir jusqu'ici en fait pour l'expo, je me suis arrêté en route pour aller voir dans certains villages où je sais que le bataillon de chars est passé, pour voir véritablement les maisons, l'architecture, les pierres. Ça a confirmé ce que j'avais déjà fait. J'aurais été bête de vous dire aujourd'hui, bah non, finalement, c'est une architecture avec des pierres qui ressemblent plus à une maison, je sais pas, alsacienne ou peu importe. Donc du coup, voilà. Donc il faut se renseigner en amont. Les images d'archives d'époque sont intéressantes, mais c'est bien aussi de voir, ne serait-ce que pour la couleur des pierres, de voir les constructions sur place ou sur Google Maps pour avoir une idée de la couleur. Donc voilà, bon, ça ce sera le sujet peinture qui ne nous occupe pas aujourd'hui et qui sera développé dans le magazine. Donc voilà pour la maison.
La base du diorama, eh ben, c'est tout simplement un cadre photo dans lequel j'ai mis de la mousse isolante, de la mousse qu'on trouve le Roi Merlin, Casto, pour isoler les murs. C'est de la mousse polyuréthane, non pas polyuréthane justement, c'est du polystyrène, mais pas de l'expansé, non, parce que extrudé, merci. Voilà, extrudé. Je sais pas, il y a une différence. Voilà, l'expansé c'est des petites billes et l'extrudé c'est complètement plein. Voilà. Donc on a une partie, donc la base qui est entièrement dans cette mousse-là parce que c'est léger, c'est facile à découper. Ensuite cette partie-là, donc qui est simplement un petit relief pour surélever un petit peu la maison. Ça c'est de la mousse du carton plume en fait. Donc le carton plume sur lequel j'ai enlevé la pellicule de carton sur une des faces en fait, simplement pour avoir une épaisseur de 5 mm par rapport au sol. Ensuite, les bords du cadre en fait que j'ai pour que ce soit plus propre, c'est là en l'occurrence du PVC expansé. Donc je vais faire tourner dans la salle en fait. Je sais pas si tu peux faire un zoom sur voilà, du PVC expansé. Ils appellent ça des fonds d'encadrement, en fait. C'est pour mettre dans les cadres photos ou en fond. Et en fait, c'est en PVC, donc c'est du plastique. C'est hyper souple, hyper léger. Et c'est quand même plus tendre que la carte plastique qu'on utilise. Donc, on peut facilement la graver. Et ça se découpe facilement au cutter, comme la mousse, etc. C'est entre la mousse et la carte plastique, on va dire. Donc, c'est vachement utile. On trouve ça, moi j'achète ça chez Casto. Ils ont là où il y a l'atelier découpe, en fait, ils vendent ce genre de choses. Donc, je vais le faire passer pour que vous puissiez voir la texture. Donc ça, c'est un des matériaux que j'utilise. Je vais faire passer aussi de la mousse bleue. Voilà, pardon. Avec différentes textures, comme ça vous allez voir ce qu'on peut faire avec. Et ensuite, j'utilise du Forex. Donc le Forex, c'est du PVC expansé également, mais qui est un peu plus rigide en fait. Donc le PVC expansé, on le trouve en 2 mm, 3 mm. J'ai rarement vu au-delà, mais peut-être que ça existe, hein, je sais pas. 2-3 mm. Et alors que le Forex, c'est un support qu'on peut trouver jusqu'à, je crois, 5 cm d'épaisseur. En tout cas, j'ai pas vu au-delà. Là aussi, ça s'achète chez Casto et chez le Roi Merlin. C'est des plaques. Alors, il y a des plaques à la vente et puis il y a des plaques à la découpe en fait. Donc, suivant l'épaisseur. Donc, c'est un peu plus rigide que le PVC expansé, mais c'est pas mal pour faire certains éléments ou pour faire des murs un peu plus épais. Donc, on peut travailler qu'avec ça, par exemple. Donc, de nouveau, je vous fais passer ça. Donc voilà. Et donc, par exemple, là, l'entrée, le perron de la maison, en fait, est fait en PVC, en Forex, pardon. Donc, voilà. On va commencer... je vais commencer par... donc, l'idée, c'est de faire, donc, un muret sur le côté de la maison, ici. Donc, je vais le faire en mousse bleue pour vous montrer comment je travaille. Après, on fera un trottoir en PVC expansé. On fera les bords du trottoir, c'est-à-dire les pierres d'angle, en Forex. Et on fera le pavage de la rue après. Alors, j'ai plusieurs techniques pour le pavage de la rue. Donc, en fonction du temps, on verra celui qu'on utilise. Il y a plusieurs techniques là aussi que j'utilise régulièrement. Donc voilà. Donc c'est parti, je vais mettre ça un peu de côté pour l'instant. Hop. Alors, est-ce que j'ai... Ouais, voilà. Donc les plaques de mousse bleue sont vendues dans des petits sachets suivant différentes épaisseurs. C'est pas donné, mais il y avait un magasin à une époque qui faisait ça en Hollande. Mais j'ai pas retrouvé. Et pour le moment, moi, j'ai trouvé que chez Diodome. Donc, je sais pas si vous connaissez, si vous savez. En tout cas, je suis allé chez le Roi Merlin, chez Casto, et je leur ai montré ça. Et ils m'ont sorti des plaques d'isolation classiques. Ils connaissent pas, en fait. Ils savent pas ce que c'est. Ils disent oui, c'est un peu plus dur, mais bon, c'est du styro dur, c'est du BASF, c'est du... voilà. Donc...
Donc voilà. Donc au niveau du mur, en fait après, avec l'habitude, en fait, je sais que par rapport aux figurines, un muret à peu près 3 cm de hauteur, ça fait. Alors je multiplierai pas au 35e, mais enfin bon, ça correspond à une hauteur assez qui correspond, enfin qui est suffisante, qui est pas trop basse, pas trop haute. On fait pas un muret de 2,50 m de cloison, hein. C'est juste un muret. Je vais ramener ça là. Donc un muret de séparation entre la rue et l'entrée de la maison, en fait. Donc voilà. Donc, on a deux faces. C'est assez tendre, donc faut faire gaffe de pas laisser trop de traces d'ongles ou de coups de cutter, des choses comme ça. Ça se voit assez rapidement. Donc, on a plusieurs méthodes, ça dépend ce que vous voulez faire, mais pour reprendre en fait l'architecture et les pierres un petit peu comme ça, comment je dirais, irrégulières, pas besoin de faire des tracés à la règle sur la mousse en fait. Donc là, en l'occurrence, ce que je vais faire pour vous montrer, je vais vous montrer deux techniques. Je vais vous montrer la technique pour faire des pierres et la technique pour faire des briques derrière. Comme ça, vous aurez les deux versions. Donc en fait, moi, ce que j'utilise, c'est un stylo vieux, d'ailleurs c'est un feutre plutôt, mais bon, ça peut être aussi un stylo bille, en général qui sont finis, qui sont usés, en fait, qui ont plus d'encre. Donc je les recycle, puisqu'on est à l'ère du recyclage. Alors, pour que ça se voit bien, je voudrais pas que mes doigts gênent. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je tremble un petit peu, mais c'est normal, c'est la pression de la démonstration, n'est-ce pas? Donc en fait, tout simplement, je dessine les pierres à la surface. Donc, on peut faire des pierres qui sont plus ou moins irrégulières. Bon, là, c'est les principales pierres qui sont donc au bas du muret, donc qui sont en général plus épaisses. Donc, voilà, on dessine les pierres. Hop, une petite comme ça et une ici, voilà, un peu plus grosse, on va dire. Voilà. On fait la deuxième épaisseur. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, qu'au début, mais... Il existe différentes mousses, il y a la bleue, il y a la jaune, la noire, la spécificité entre les gravages. Ouais, je pense qu'il y a une question de densité, effectivement, mais par exemple, entre... ça, c'est la mousse d'isolation styrodure, la même que celle du socle, pardon. Donc, celle du socle, vous voyez, elle est dans les tons de orangé, donc ça va être une marque qui fait ça, une autre qui fait en jaune, d'autres qui font voilà, différentes couleurs. Le bleu, en tout cas, en France, dans les magasins de bricolage, j'ai jamais vu. J'ai vu la violette là pour les salles de bain, mais qui est surfacée pour pouvoir mettre de la colle à carrelage, donc il y a déjà une trame dessus. Mais la bleue, j'en ai jamais trouvé, donc... Point P qui fait la bleue? Ah, faudrait que j'aille le voir, alors. Ouais, ok. Bon, si c'est la même densité, parce que en bleu, c'est pareil. Là, c'est pareil, c'est une mousse bleue qui est utilisée pour les emballages isothermes. Et en fait, pareil, elle est très ferme, en fait. Donc, je pense qu'il y a plein de variétés, mais c'est vrai que c'est pas évident de savoir où trouver certains matériaux. Donc, bon, vous avez compris le principe. Je vais pas faire tout le mur, parce que sinon, on n'aura pas le temps de tout voir. Enfin, tout ce que je vais vous montrer, surtout. Hop. Donc, des pierres plus ou moins irrégulières. Donc, voilà, je vais essayer de monter jusque... Hop. Ouais, merci. Hop. Hop. Voilà. Et puis, notre ici. Bon, l'avantage, c'est que sur les murs comme ça, on peut se permettre d'avoir des irrégularités. On n'est pas tenu à faire des choses très droites, donc c'est bien. Pour commencer, en tout cas, pour débuter, c'est pas mal. Donc voilà, là, on a des pierres, et donc les principales pierres. Est-ce que c'est bon pour vous, là, au niveau de la... Donc,
à partir de là, on va donner un peu plus de texture, parce que bon, on pourrait s'arrêter là, mais ça manque un peu de relief. Donc pour donner de la texture, moi j'utilise du papier de verre, donc du grain assez épais en fait. Après, on peut utiliser différents types de grains pour donner différentes textures. Donc en fait, il suffit de le presser à la surface de la mousse. La mousse est suffisamment tendre pour pouvoir donc pour pouvoir, je vais le faire sur l'ensemble comme ça, hop. Donc il suffit de presser le papier de verre dessus. Alors c'est pareil là dans les échantillons que je vous ai passés, vous avez vu peut-être qu'il y avait, j'ai fait des parpaings en béton. Et en fait, pour les parpaings en béton, c'est très simple. Vous prenez de la mousse, enfin un morceau de mousse, vous tamponnez avec ça pour que ce soit à peu près homogène, et vous tracez après pour faire des voilà des parpaings très très homogènes et bon, les parpaings, c'est 50 cm sur 20, donc ça doit faire 1 cm 4, 1 cm 5 au 35e. Donc voilà pour la texture. Je sais pas si on voit bien. Donc on voit, bon, forcément, comme on a imprimé, on a un peu perdu la texture, le dessin des pierres, donc on peut les repasser. Hop, hop, hop. De toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance, puisque après, on va les redéformer. Hop. Hop là. Donc, ce que j'utilise après pour faire donner du relief aux pierres, ben en fait, c'est simplement un caillou ramassé en bord de route, en fait, tout simplement, qui, vous voyez, a été utilisé maintes fois parce qu'il il est bien tanné là. Et donc, en fait, on peut donner du relief. Alors, je vais peut-être le mettre à plat. Je sais pas ce qui est le mieux pour la caméra. Donc, en fait, ce que je fais, vous voyez, je suis au bord de chaque limite entre chaque pierre pour donner du relief. Alors, pour l'instant, je fais juste les parties supérieures. Alors, bien sûr, on peut utiliser différents angles du caillou pour modifier, hein, pour avoir une texture un peu différente d'un caillou à l'autre. Enfin, d'une pierre à l'autre, pardon. Donc, voilà. Donc, après, je retourne pour faire bien la partie basse, tout simplement. Hop, hop. Ça permet de donner du relief aux pierres. Bon, quand vous regardez les maisons, vous avez des maisons avec des pierres très lisses. Alors, il faut se méfier là dans la région parce qu'il y a beaucoup de maisons qui datent de la reconstruction d'après-guerre des années 50, où on voit des pierres naturelles, mais qui sont souvent d'un gabarit assez identique, assez plate. Et donc, si vous voulez représenter quelque chose qui date de la Seconde Guerre mondiale, effectivement, c'est pas forcément. Donc là, on voit déjà qu'il y a plus de relief. Et on peut accentuer ce relief. Alors moi, j'utilise souvent cet outil. Enfin, c'est pas un outil, hein, c'est une paire de Bruxelles, tout simplement, de pincettes. Et en fait, j'utilise le talon pour aller faire prolonger un petit peu plus la gravure. Hop. Voilà. Et après, ce qu'on peut faire, c'est carrément y aller au cutter. On aurait pu d'ailleurs commencer aussi par ça, c'est-à-dire au lieu de prendre le feutre, on aurait pu marquer les pierres au cutter. En fait, ça dépend du résultat jusqu'où vous voulez aller au niveau de la gravure. Donc, comme là, on va un peu vite pour la démo. Hop. 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 Est-ce que ça vous parle?
Donc, le fait de graver au cutter, ça donne un peu plus de profondeur donc entre les pierres. Et du coup, on va pouvoir accentuer la gravure et aller un peu plus profond. Donc, on peut, voilà, un peu plus enfoncer. Voilà. Bon, c'est pas aussi beau que sur la maison, parce que la maison, il m'a fallu plus d'une semaine pour la réaliser, alors que là, il faut faire ça rapidement. Hop, hop, hop. Enfin, vous voyez l'esprit, quoi. Forcément, là, c'est mieux réussi sur la façade. En fait, je suis allé moins profondément et j'ai pas taillé au cutter, sauf à certains endroits, comme ici, là où les pierres sont détachées, par exemple. Là, j'ai taillé un peu pour carrément faire des pierres qui ressortent. Donc, en fait, j'ai carrément découpé la mousse et puis j'ai décalé la pierre par rapport au mur. Donc, de l'autre côté, je vais vous présenter une façon pour représenter les briques. Alors, les briques. Donc, on peut simplement utiliser un cutter et donc faire des lignes parallèles sur le mur tous les à peu près 2 mm, 2 mm 5. Bon, c'est à vue d'œil là. Hein. Et après, donc faire les séparations, sachant qu'une brique, après, il y a différents types de briques. Il y a des briques qui sont plus longues que d'autres. Mais bon, moi, je prends les briques standards. On est à peu près à 8 mm, 9 mm sur du 35e. Donc, je le fais à peu près à vue d'œil. Je pense que je dois pas être très loin. Donc voilà, là c'est... hop, hop. Donc on fait les séparations entre chaque brique. Hop. Après, je me suis confectionné un outil un peu pour aller un peu plus vite. C'est un cutter 4 lames. Donc en fait, j'ai mis simplement des profilés plastiques de 2 mm entre chaque lame pour les écarter, pour avoir un écartement identique, ce qui correspond à la taille des briques. Sachant que la lame elle-même, donc elle est biseautée, donc du coup on est à peu près à 2,5 entre chaque pointe, 2,5 mm entre chaque pointe. Donc ça permet d'avancer plus vite tout simplement et d'avoir un espacement qui est régulier. Donc là, je vais me caler sur la dernière ligne que j'ai tracée. Donc, je vais plutôt le faire dans l'autre sens, ce sera plus simple. Donc, je me cale sur le bord donc, de mon morceau à découper. Donc, et hop. Donc là, on fait 3-4 lignes de briques à chaque fois. Bon, après, j'ai pas essayé avec 6 lames, 8 lames, tout ça, mais ça doit pouvoir se faire. Et donc, du coup, voilà, on avance beaucoup plus vite en faisant ça. Le faire en entier, en espérant que je tombe sur... Hop. Ouais, je serai un peu épais sur la dernière brique, voilà. Donc, bah, c'est le même principe, un espacement régulier. Et alors, l'idée, c'est... Hop. Donc, je fais une erreur là, comme ça. Je pense que celle-ci est pas bonne. C'était ici normalement. Peu importe. Bon, bref. Donc, on fait un mur de briques comme ça. Et alors, pour vous montrer la suite, j'en avais déjà préparé. Donc voilà, on arrive à obtenir ça. Quand on a le temps et qu'on travaille bien régulièrement, c'est plus précis.
Pour donner de l'espace entre les briques, vous voyez bien qu'entre le tracé au cutter, qui est très fin, et ce que j'ai obtenu là, en fait, pour donner de l'écartement, qui est l'écartement en fait du joint et du ciment, entre guillemets, en fait, j'utilise un poinçon. Un poinçon que je passe entre chaque ligne de briques, donc pour écarter les briques. Alors, si vous n'avez pas de poinçon, on peut utiliser un stylo, on peut utiliser un crayon de papier, c'est pareil, hein. Le seul souci, c'est qu'on risque d'arrondir un petit peu le bord des briques. Donc, voilà, c'est pour ça que moi, je privilégie le poinçon. On voit que c'est beaucoup plus fin ici que là où j'ai passé le crayon, par exemple. Et donc, on fait pareil sur les lignes verticales. Voilà. Donc là, on a un mur qui est complètement plat, enfin, qui est homogène, qui est, voilà, un mur classique. Mais moi, j'aime bien donner un peu plus de relief, donc, à mes constructions. Donc, j'utilise un outil que j'ai fait en carte plastique, en fait, tout simplement. Donc, c'est l'équivalent d'une brique, en fait. J'en ai un autre. Voilà, je crois que c'est les mêmes de toute façon. Donc, et ce que je fais, c'est que j'enfonce certaines briques, pas toutes, parce que, voilà, pour donner, je vais vous montrer ce que ça donne après. Donc, en appuyant légèrement, la mousse donc s'enfonce. Et c'est pour ça que je vous disais que c'était important d'avoir certains types de mousse et pas d'autres, parce que là, la mousse, en fait, elle reste en place, elle ne revient pas en forme. Il y a certaines mousses qui sont un peu gênantes pour ça, parce qu'en fait, vous faites une forme et puis c'est pas beau parce que ça revient, et donc c'est la mémoire de forme du matériau, en fait. Donc, qui est plus ou moins marqué suivant les produits. Donc voilà. Bon, après, on peut faire des briques qui sont plus enfoncées d'un côté que de l'autre. Je vais le faire sur pratiquement toute la hauteur pour qu'on puisse avoir une image après qui soit parlante. Hop. Et le truc, c'est de rester irrégulier, quoi, le côté aléatoire de cette déformation, c'est ça qui donne l'intérêt. Si vous faites toutes les deux briques, une brique enfoncée, une brique, voilà, donc voilà ce que ça donne en fait. Là, on voit plus le relief. Et donc, ça permet de donner facilement... bon, dans la réalité, vous verrez pas beaucoup de murs comme ça, parce que le maçon, il se serait fait virer tout de suite, en fait. Hein. Donc, mais je sais pas, c'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir un mur un peu irrégulier que un mur de briques complètement lisse. Donc voilà. Et où est-ce que j'ai mis mes petits morceaux? Voilà. Donc, en fait, pour revenir à notre maison, là, j'avais bien sûr préparé déjà les murs. Donc, en fait, voilà, là, c'est les piliers que je vais utiliser pour faire l'entrée de la propriété, en fait. Donc, c'est toujours le même principe, hein, simplement, voilà, sur les 4 faces du pilier. Et pour les pierres, voilà, c'est un peu mieux fait que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on est voilà sur le muret que je voulais faire. Et donc pareil pour le chapeau du muret, c'est-à-dire la partie supérieure qui protège de la pluie la maçonnerie. En fait, c'est la mousse en fait qui a été texturée. Je sais pas si tu peux faire un gros plan. Je sais pas si on se rend compte. Peut-être si je le mets à plat, on voit plus la. Donc voilà, là c'est texturé aussi avec du papier abrasif. Donc voilà, a priori, ça devrait donner ça, c'est-à-dire que, hop, donc l'entrée avec les 2 piliers. Alors j'ai appris un nouveau mot récemment, là, j'ai appris que pilier, ça se disait pilasse aussi. Bon, après ça, c'est un terme générique. Et pareil, les chapeaux des piliers, donc je vais peut-être revenir sur l'aire de démo, voilà. Donc le chapeau, je disais, de pilier, c'est pareil, c'est fait avec de la mousse. Bon, ça se taille super facilement, mais voilà. Donc, vous avez des questions à ce sujet sur... ouais. Ouais. Alors, oui, effectivement, si comme tu dis, tu dérapes un coup de cutter ou quand tu fais la texture, tout ça, t'en fais trop. Soit tu fais effectivement un dégât du mur avec une pierre arrachée, soit tu creuses et tu remets une pierre dedans, que tu refais
Bah, par exemple, sur l'angle de la maison, ici, plutôt que de m'embêter, parce qu'en fait, vous verrez dans l'article, les murs sont embriqués l'un dans l'autre, en fait. C'est pas, par exemple, de ce côté, le mur, bon, c'est la mousse qui est reportée contre, et donc j'ai simplement après mastiqué des pierres pour faire le joint, pour que ça se voit pas. Par contre, de ce côté-ci, là, j'ai carrément fait des découpes pour que les pierres s'imbriquent, les pierres d'angle s'imbriquent les unes dans les autres. Et donc, comme j'avais des soucis, en fait, il y a carrément des pierres que j'ai refaites et que j'ai remis à la place des anciennes, parce que ça correspondait pas, ou j'avais trop coupé, il y avait trop d'espace, donc voilà. Donc, sinon, pour revenir sur la partie à l'intérieur, là, en fait, sur le pavage à l'intérieur de la maison, donc en terre cuite, bah, c'est pareil, hein, c'est de la mousse en fait sur laquelle j'ai tracé un dallage et donc voilà. Après la surface, j'ai mis de l'enduit. En fait non, c'est de la colle à carrelage. De l'enduit du joint en pâte, pardon. Voilà. En fait, ça c'est un produit que j'utilise hyper régulièrement. C'est vendu pareil en grande surface de bricolage chez Casto, la marque par Exlanco. Mais enfin bon, je suppose que c'est des équivalents. Elle est déjà donc prête à l'emploi. En fait, bon, c'est une pâte, tout simplement. Où est-ce qu'elle est ma spatule? Et en fait, là, pour faire les pavés, je l'ai appliqué au pinceau, en fait, dessus. Et j'ai enlevé tout le surplus. Après, les petites taches que vous voyez à la surface, c'est simplement parce que pour que ça reste, j'avais mis une plaque métal, en fait, pour que ça reste bien à plat et que ça gondole pas pendant le séchage. J'avais peur que ça gondole. Et donc, du coup, voilà, on a des taches de rouille dessus, mais c'est, voilà. Donc cet enduit-là, je m'en sers donc pour effectivement faire les aspects béton aussi sur des piliers. Sur un des dioramas que vous avez exposé au fond de la salle, en fait, le diorama avec la Toyota, là, le 4x4. En fait, j'ai fait certains des piliers en fait en mousse. Bon là, c'est du styrofoam d'isolation tout simplement. Et j'ai recouvert avec ce produit-là. Enfin, je pense que l'enduit mural, le joint en pâte, la colle à carrelage, même je dirais peut-être la pâte à bois, j'ai pas essayé mais ça va fonctionner aussi. Pour faire les surfaces, c'est super pratique en fait. Et on a vraiment l'impression du béton. Et l'avantage aussi, c'est que si on veut faire quelque chose de craquelé, après, bah, il suffit de tailler dedans, si j'ose dire. Voilà, de faire des. Et on a des fissures, voilà, qui avec de l'épaisseur, quoi. Bon, je pense qu'on peut arriver à un résultat assez similaire simplement sur la surface de la mousse. La mousse, comme on disait, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut la texturer. Donc c'est vrai que là, je vais la texturer avec un grain un peu plus fin. Donc j'utilise, alors j'ai longtemps utilisé en fait le talon d'un marteau pour appuyer en fait. Et puis je suis tombé sur, je sais plus ce que j'ai trouvé ça, c'est des poids en fait. Ça doit être en plomb. C'est assez épais, assez dense. Et donc j'utilise ça pour faire le marquage en fait. Donc là aussi, je sais pas si tu vois si vous voyez l'aspect granuleux, voilà. C'est un peu moins marqué, donc ça se voit moins. Je vais le faire avec le grain le plus fort. Donc là, je sais pas si de l'autre côté... Ouais. Ouais, après, voilà, moi, je suis... Ouais. Est-ce que c'est mieux pour vous comme ça? Donc voilà. Bon, je pense que ça, simplement cette étape-là permet de faire une texture béton un peu usée, tout ça. Après, le fait de mettre de l'enduit, ça permet de retravailler et de durcir la surface aussi. Donc voilà. Bon là, vous voyez, j'avais fait pareil des essais pour faire des briques. Donc là, c'est les briques qui ont été espacées avec un crayon papier en fait, tout simplement. Et cette partie là, on voit que la brique a été juste tracée en fait. Comme ça. Voilà. Donc, on va passer à une nouvelle étape. Donc, on a vu comment travailler la mousse bleue. En fait, on peut vraiment faire pas mal de choses avec. Et maintenant, on va travailler donc le trottoir.
avec du PVC expansé. Donc, voilà. Donc, j'avais déjà pris les mesures. J'avais déjà donc prévu l'espace donc sur le carton mousse. Je vous expliquerai ensuite pourquoi j'utilise du carton mousse pour faire une surépaisseur plutôt que bon, la carte plastique, ça coûte une blinde, donc on va pas utiliser de la carte plastique, mais quelque chose de plus rigide. En fait, on pourrait utiliser d'autres produits plus rigides ou simplement faire les niveaux en contreplaqué ou des choses comme ça. Moi, je préfère utiliser de la mousse. Je vais vous montrer pourquoi après. Donc, j'avais déjà découpé donc les bandes du trottoir, tout simplement pour aller un peu plus vite. Donc, l'idée, c'est de faire une espèce de pavage, mais avec des gros, pas des pavés, mais des dalles de ciment ou des dalles de pierre, en fait. Donc, j'avais déjà découpé donc dans du PVC expansé, donc qui est assez souple. Donc pour faire le pavage du trottoir. Donc là aussi, bah, on reprend la même technique que pour les pierres et pour la mousse bleue, c'est qu'en fait, pour donner de la texture à la surface des pavés, bah, c'est la même chose. J'utilise toujours donc mon outil, mais il faut un outil qui soit assez comment dire bon, on peut le faire avec le talon d'un cutter, ça peut se faire ça. On peut le faire avec un réglé métallique, ça peut marcher aussi. Bon, moi j'ai pris en affection ce petit morceau de métal, donc voilà, c'est mon copain et voilà. Et donc je vais refaire donc là, hop, la texture. Donc est-ce qu'on voit la texture là maintenant? Pas facile hein, sur du blanc. Est-ce que vous la voyez? Parce que moi mon écran il est assez contraste, donc je vois pas en fait. C'est correct pour vous? Donc voilà. Donc là, moi je fais ce type de texture. Après, bah, l'idée c'est de faire donc des dalles de béton ou de pierre, et donc il faut couper à intervalles réguliers, donc ou irréguliers, donc ces morceaux de plastique déjà texturés. Moi, je vous conseille de le texturer avant de le découper, simplement parce que c'est plus facile de texturer une grosse surface que des petites dalles les unes après les autres. Donc voilà. Donc je vais passer à l'étape suivante directement, puisque j'avais déjà préparé ça aussi. Donc j'avais mes petites dalles. Alors là, il y a aussi les bordures du trottoir, mais on verra ça après. Hop. Donc mes petites dalles qui sont toutes prêtes. Donc là, pareil, il y en a quelques-unes que j'ai retravaillées pour faire des fissures à la surface. Parce que bien sûr, on imagine, toujours pour donner un peu plus de caractère, que c'est plus intéressant d'avoir des fissures plutôt que des dalles qui sont toutes propres, toutes nickel. Donc voilà, donc en fait, pareil au cutter. Après, moi j'aime bien gratter un peu les bords pour que ce soit moins régulier, que ce soit pas juste un trait, parce que par exemple si je découpe, si je fais juste une fissure comme ça au cutter, bon, c'est assez basique en fait. Donc après, d'aller gratter dedans, d'enlever un peu de matière et tout ça, ça donne un peu plus de caractère, je trouve. Donc je fais souvent ça. Bon après, là c'est vite fait. Hop, voilà. Hop. Je sais pas là aussi, peut-être que dans ce sens-là, c'est peut-être plus lisible. Donc voilà. Bon après, il faut peaufiner. Hein, Et donc après, ben, on s'amuse à placer les dalles les unes à côté des autres. Donc l'avantage, alors, on pourrait se contenter hein, simplement je dirais, de graver des intervalles réguliers pour faire les dalles. Si vous êtes pressé, si vous voulez pas faire trop de démolition, ou si c'est un grand diorama, vous pouvez juste vous amuser à graver les dalles avec un poinçon ou avec la lame du cutter, et puis en rester là. Bon, moi j'aime bien que les dalles soient irrégulièrement placées. On imagine qu'avec voilà les bombardements, les soubresauts et tout ça, il y a des dalles qui se sont peut-être déplacées. Donc, l'idée dont je vous parlais tout à l'heure, là, d'utiliser donc du carton plume en dessous, c'est simplement que grâce au carton plume, on va pouvoir aussi faire des différences de niveau. C'est-à-dire que non seulement on va pouvoir les mettre un peu de travers les unes par rapport aux autres, mais on va pouvoir en faire quelques-unes qui sont un peu plus enfoncées que les autres. Alors forcément, là, hop, on va remettre tout ça en perspective. Est-ce que c'est... Voilà. Hop.
Donc ça permet, voilà, d'avoir une surface souple en dessous. Ça permet en fait d'appuyer sur les dalles, par exemple, et donc d'avoir des dalles qui ne sont pas toutes à niveau et de faire des irrégularités de surface. Donc pour moi là encore, comme pour les briques tout à l'heure, c'est plus intéressant. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante qui consiste à faire les bordures du trottoir. Donc avec du Forex. Hop, je range tout ça rapidement. Voilà, on se met en route. Alors sur la mousse comme ça, en fait, j'utilise comme colle en fait pour les fixer souvent de la colle époxy bicomposant en fait. C'est assez pratique. Ça bouffe pas la mousse. Il y a certaines cyano qui sont assez, qui sont pas trop agressives, donc qui permettent aussi de coller directement à la cyano. L'avantage de la cyano, c'est que c'est plus rapide. Après, sinon, il y a la colle blanche, hein, tout simplement. La colle blanche, ça colle tout à peu près, pour peu qu'après on s'amuse pas à tout arracher, bien sûr, le plastique. Mais ça fonctionne très bien pour coller ce genre de partie. Donc, pour en revenir donc au Forex. Donc le Forex, je vous ai fait passer tout à l'heure donc une plaque de 5 mm dans laquelle j'ai déjà découpé les bordures les ébauches des bordures du trottoir. Donc en fait qui vont venir juste à fleur ici, donc sur le bord du pavage du trottoir. Donc voilà. Donc toujours la même chose en fait. On peut commencer par texturer avec donc le papier abrasif, donc pour donner une texture. Si vous voulez une texture béton, du papier abrasif un peu plus fin, ça vous permet d'avoir une texture qui est très proche du béton. Il suffit après de poncer un petit peu les bords pour faire. Vous regardez les bordures en béton, elles sont légèrement arrondies d'un côté, donc voilà. Moi, ce que je vais faire là aujourd'hui, c'est qu'en fait, je vais les texturer un peu plus en utilisant le caillou. Donc en fait, le Forex est, comme je vous le disais tout à l'heure, un peu plus rigide par rapport au PVC expansé, parce qu'il a une surface qui est apparemment retravaillée dans un bain, je ne sais rien exactement, mais qui permet de la durcir un petit peu. Donc, on va donner de la texture, en fait, tout simplement, en passant le caillou, donc sur les bords aussi, sur le dessus, hop. Donc, j'ai pas de gros biceps, donc du coup, j'ai un peu de mal. Hop. Donc voilà. Donc on a là aussi, je sais pas si on arrive à voir, à distinguer suffisamment. Donc l'effet recherché, c'est l'effet de la pierre en fait, qui a été rapidement taillé et qui ressemble plus à une pierre des années 40 plutôt que des pierres qu'on peut trouver aujourd'hui qui sont toutes formatées et qui sont faites en machine finalement. Donc après, donc il suffit de découper ou de faire simplement une séparation entre différentes pierres. Moi, je préfère les découper parce que si vous faites juste une séparation, vous allez avoir la continuité de du motif que vous avez imprimé à la surface, d'une pierre à l'autre. Et donc, du coup, ça va faire un peu bizarre. Donc, moi, je préfère les découper et les mélanger. Comme ça, on n'a pas de continuité entre chaque pierre. Donc, bien sûr, là aussi, j'avais préparé. Donc, je les avais noircis un petit peu pour qu'il y ait un peu plus de relief. Donc, là, on est au bord du diorama, donc elle est déjà prédécoupée pour s'adapter donc au bord du socle, pardon. Voilà. Et donc voilà, donc en fait, en faisant ça, et toujours pareil, comme on a de la mousse en dessous, et ben si on veut légèrement enfoncer une pierre pour la faire un peu bancale, c'est plus facile que si on avait un support rigide en dessous. Alors, si on a un support rigide, il suffit de tailler la pierre en biais et on aura le même résultat. Hein, mais
hop, je vais le faire sur celle-ci que je viens de réaliser. Hop. Voilà. Donc, elle sera légèrement en biais. Jusqu'ici, tout va bien? Parfait. Voilà, donc en fait, ça, c'est différents matériaux que j'utilise très régulièrement, que j'affectionne parce que c'est pratique, c'est facile, c'est à graver. Donc voilà, donc on va continuer avec la partie donc de la route, le côté pavé. Là aussi, donc on peut très bien travailler avec de la mousse, comme on vient de voir, en gravant, au lieu de faire des briques, on fait des pavés, merci. donc voilà. On peut aussi faire des pavés avec... alors, faut que je retrouve où est-ce que je l'ai mis. Ah, voilà. Donc avec du PVC expansé. Donc c'est bon pour vous, vous voyez là l'écran, c'est parfait. Donc en fait, on commence par tracer des lignes au cutter sans enfoncer trop profondément. Une fois qu'on a tracé ces lignes, on peut les approfondir et surtout écarter un petit peu avec... où est-ce qu'il est passé mon... voilà, mon poinçon. Donc en fait, au poinçon, on peut passer entre chaque ligne de façon... je vais le faire carrément, comme ça sera plus parlant. Et ce qu'on voit ici... C'est bon pour vous? Vous avez du relief, vous voyez? Non, c'est pas top. Si je le mets dans ce sens-là, est-ce que c'est mieux? Non, pas mieux. En fait, ouais, il faut... Ah, c'est bien. Non? Comme ça? Ouais. Bon. Alors, je vais faire semblant. Bon, bref, avec le poinçon, vous pouvez utiliser une pointe, ça peut être, bref, ce que vous voulez, ça peut être... qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? Je pense qu'avec un stylo, ça doit pouvoir se faire aussi. Bon, là, je peux pas le faire parce que je suis pas à plat, du coup, mais bon. Donc, le poinçon, vous passez entre chaque ligne de façon à écarter un petit peu, quoi, et d'avoir un peu plus d'amplitude pour pouvoir, voilà. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je commence par faire ça. Donc, j'écarte les séparations entre chaque pavé. Si vous voulez rester sur du pavé moderne, contemporain, en béton, vous n'êtes pas obligé de reprendre les angles, comme je l'ai fait sur cette partie. Comme moi, c'est donc un pavé en pierre ancienne. Ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai passé au poinçon, alors ça, par contre, c'est un outil que je vous conseille. C'est un outil de modelage en forme de cuillère un petit peu. Et cet outil est vachement pratique pour faire les angles, pour arrondir un petit peu les angles. C'est vraiment, je trouve, hyper pratique. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de le faire... Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Si vous voyez bien, parce que, voilà, donc en fait, maintenant, le truc à 45 degrés, c'est pas facile. Bon, bref, on fait ça sur les 4 côtés, bien sûr, et ça permet d'avoir des pavés, voilà, un petit peu arrondis sur les bords, hein, comme on voit les anciens pavés, en fait, finalement. Et après, pour donner de la texture de surface au pavé, c'est-à-dire les irrégularités, en fait, ce que j'utilise, c'est toujours le même outil. Simplement, en fait, je le passe à la surface. Je ne sais pas si vous voyez bien là, parce que effectivement, c'est pas évident. En fait, je l'appuie à la surface pour créer, voilà, une irrégularité de surface. Et pour, alors, faut pas que ce soit trop profond parce que bon, faut pas exagérer par rapport à la réalité. Voilà. Après, toutes les parties qui sont peut-être pas très jolies là pour l'instant parce que forcément on voit les coups de cutter, on voit les amas de plastique qui sont à moitié enfoncés et tout ça. Tout ça, ça sera gommé après en fait. C'est-à-dire qu'une fois moi je travaille tout le temps comme ça, c'est-à-dire que je peins d'abord les pavés et après je remplis les interstices. Donc c'est pareil, les interstices, on peut les remplir donc soit avec la pâte à joint là, dont je vous parlais tout à l'heure,
soit simplement avec des pigments en fait qui sont fixés. Et du coup, ça crée la poussière, le sable, la terre qui est entre les pavés, et en même temps, ça va camoufler ce genre de petits détails. Donc voilà une façon pour faire les pavés que j'utilise aussi. Donc là, on a donc une grosse partie du diorama qui est déjà bien avancée. Je vais vous montrer d'autres techniques en fait pour faire les pavés. Donc vous avez vu aussi que sur cette partie-là, j'ai fait des pavés dans ce sens-là en fait sur le long du trottoir en fait, tout simplement parce que souvent on voit que oui, le caniveau, merci, voilà, c'est ça. Et donc, le pavage est dans le sens du trottoir, alors que sur la chaussée, les pavés sont dans le sens de la largeur. C'est-à-dire que la largeur du pavé est dans le sens de roulement. Je sais pas si vous me suivez, c'est un peu pointu, mais c'est parce que je me suis planté une fois en faisant des pavés. J'étais tout content de moi, j'avais fait des pavés sur ma route, qui étaient tous dans le même sens, tous dans la longueur, sauf qu'en fait, non, ça marche pas comme ça. Les pavés, ils sont dans le sens perpendiculaire par rapport à la route pour encaisser justement les chocs de roulement. Donc, sinon, si vous mettez les pavés dans le sens de la route, le pavage, il va pas rester longtemps en place. Donc voilà, donc ça, c'est une technique pour faire des pavés. Une autre technique pour faire des pavés, j'utilise aussi assez fréquemment et que j'aime bien, c'est la technique de la plastiline et de la résine. Donc, la plastiline, c'est une espèce de pâte à modeler. Hop. C'est une espèce de pâte à modeler, mais qui encaisse les coulées de résine. Si vous utilisez de la pâte à modeler pour enfants, votre pâte à modeler va fondre avec la chaleur de la résine et c'est pas top. Donc ça, c'est de la plastiline pour modelage. Donc il y a différentes plastilines suivant la dureté en fait. Moi, celle que j'utilise, c'est de la 2, qui est assez souple en fait pour pouvoir être gravée facilement. Je vais vous la passer, vous allez voir un petit peu au niveau de la dureté. C'est, je sais pas combien, 750 grammes, ouais. Donc ça pèse quand même son poids. Donc je vous la passe, voilà. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que j'étale une fine couche de plastiline sur un morceau de bois. Là, c'est du MDF, mais ça peut être du contreplaqué ou n'importe quoi, de façon à avoir un support rigide et de pouvoir l'utiliser régulièrement. Je le range comme ça, paf. Et donc, j'ai étalé de la plastiline dessus, une couche de, allez, on va dire 3-4 mm. Et donc, ça permet de créer une empreinte alors, l'empreinte, je l'ai fabriquée dans un morceau de résine, en fait. C'est un morceau de résine d'une carotte d'un kit, en fait. Et j'ai taillé, donc, un pavé d'un côté et un pavé un peu plus large de l'autre, en fait, simplement pour alterner. Et à partir de là, dans la plastiline, ben, en fait, il suffit, alors, je vais essayer de le faire à plat, peut-être que comme c'est moins contraste, peut-être. Donc, il suffit d'imprimer, hop, hop, je vais aller jusqu'au bout, comme ça vous allez voir. Bon, après, on peut orienter la matrice donc dans différents angles, on peut appuyer plus ou moins fort, de façon à faire une empreinte plus ou moins profonde. Après, on peut aussi déplacer la matrice en fait en largeur. Là, je vais essayer de vous le montrer, de façon à créer un pavé un peu plus large. Bon, après, il y a des reprises à faire, etc. Hein, là, je vous le fais rapidement. Mais disons que ça permet d'avoir un sol irrégulier, en fait, et pas avoir, contrairement, par exemple, au PVC expansé, où il va être plus difficile de faire des différences de niveau, en fait, entre les pavés. À moins de les découper un par un, et puis de les enfoncer plus ou moins. Voilà. L'avantage de la plastiline, c'est qu'en fait, vous faites une matrice comme vous voulez, en fait, avec des pavés qui ressortent beaucoup, qui ressortent moins, larges, pas larges, etc. Donc, vous voyez, encore une fois, que j'ai fait les pavés en travers, donc perpendiculairement au sens de roulement, en fait. Donc, voilà. Donc, je remontre, en fait, là, peut-être ici, je sais pas si on va voir, donc, un pavé normal, et après, si on veut faire un pavé un peu plus large, il suffit dans la plastiline, de l'enfoncer, mais de la déplacer un petit peu latéralement. Bon, après, on a un petit bourrelet, mais vous allez reprendre
pour faire le prochain pavé. Hop. Et du coup, ça permet de varier. Parce qu'en fait, ce qu'on voit souvent, c'est que les pavés sont pas tous réguliers, ils ont pas tous la même forme, enfin la même dimension en tout cas. Aujourd'hui, si, parce que là aussi, c'est fait en usine, enfin pas en usine, mais c'est des machines qui concassent les pavés et qui donc font des formes homogènes. Mais quand on regarde les vieilles rues, en fait, on s'aperçoit que les pavés sont très disparates. Donc voilà pour la matrice. Donc après, vous pouvez en faire aussi différentes tailles. Et puis plutôt que de vous amuser à déplacer la matrice, simplement changer de taille. Moi, je préfère le faire comme ça, c'est plus simple. Ça me paraît plus simple en tout cas. Donc voilà. Donc là, après avoir fait ça, il faut faire un moulage parce que ça, vous pouvez rien faire. Vous pouvez pas l'utiliser sur votre diorama, c'est trop souple, ça va vieillir, ça va. Donc en fait, on va en faire un moulage. Donc là, je vais tracer simplement le bord pour pouvoir mettre une petite barrière de façon à ce que la résine ne déborde pas. Oui, vous avez bien entendu, on va faire de la résine. C'est pas compliqué en fait. C'est bon après, c'est pas un moulage, c'est un moulage à plat, donc il n'y a pas de problème de bulle, ou alors il y en a très peu. Alors je vais essayer de faire ça sans faire trop le cochon. Bon, si je creuse un petit peu ici, c'est simplement pour pouvoir. Alors, mes petits morceaux de PVC que j'avais découpés tout à l'heure, ils vont me servir ici à faire simplement la bordure du coffrage pour le moulage. Alors, je vous rassure, je ne vais pas couler 2 cm de résine. Hein. C'est simplement... Hop. Alors, je pousse sur l'extérieur. Voilà. Il faut essayer... Alors, la plastine étant assez souple, il faut essayer de ne pas trop mettre ses doigts dessus ou pour pas démolir le travail que vous avez fait. Donc voilà. Donc ici, je mets la même chose de l'autre côté. Donc un morceau ça peut être de la carte plastique, ça peut être... qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Du carton. Ouais, ça marche avec du carton. J'ai eu fait pendant des années avec les vieilles boîtes de maquettes. Pour faire un coffrage, c'est vite fait. Donc, je vais faire de ce côté-là. Là, il faut que je découpe un petit peu. On est à peu près là. Hop. Hop. On devrait avoir le temps de faire le moulage. Donc, bien sûr, j'ai découpé un peu trop court. Donc, je vais combler ça avec de la plastine. Hop. Voilà. Et de l'autre côté, hop, on va faire comme ça sera plus simple. Un peu de plastine pour étanchéifier tout ça. Le truc, c'est qu'il faut que ce soit étanche, parce que sinon votre résine va se balader, va fuiter, suinter. Ah, bien sûr, ça ne tient pas. Alors, je vous assure que ça tient à la maison. Hein. Voilà. Bon, un petit peu de plastilline ici. Hop. Un peu de plastiline. Hop. Alors, ce que je vais faire, ça sera plus simple encore. Hop. Hop. C'est simplement pour que la résine ne fuit pas. Donc je pense que là ça devrait aller, et puis si ça flue un peu, c'est pas très grave. Pour aujourd'hui, voilà. Alors, on va faire un peu de ménage. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, pour la résine, moi j'utilise de la résine de chez Esprit Composite. Alors, je vais montrer sur celle-là, et encore le... C'est la référence, c'est la 78A, donc c'est de la polyuréthane. Donc c'est assez nocif pour les doigts notamment.
pour la respiration aussi, mais c'est bien mieux que de la résine époxy, pas époxy, pardon, acrylique. Ça va beaucoup plus vite en fait. Donc moi j'utilise la 78A et B, donc c'est deux composants qu'il faut mélanger à part égale, donc ça c'est bien parce qu'on n'a pas trop à se casser la tête sur les proportions du durcisseur et de la résine elle-même. Et normalement elle est blanche. Moi je l'ai teintée en fait avec un peu de peinture Umbral, enamel, tout simplement. Il paraît que ça se fait pas, mais moi je la teinte comme ça. Donc bon, si vous préférez, vous pouvez la teinter dans différentes couleurs. L'avantage, c'est en la teintant comme ça, vous pouvez la teinter à la couleur du rendu final que vous voulez obtenir, quoi. Donc le gris, je trouve que c'est une couleur qui passe bien pour les pavés en tout cas. Donc il faut bien la secouer avant, bien mélanger. Et là, ça va faire speech. On en aura partout. Par contre, faut faire super gaffe parce que quand les deux sont mélangés, bah, ça catalyse, donc ça durcit, donc ça va. Mais quand vous en renversez qu'un seul, et ben du coup ça catalyse pas du tout. Et donc vous avez un truc qui reste gras pendant des mois, des années. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est ce que j'ai eu fait moi pour récupérer le truc. Bon, sur le parquet de la maison, ça passe pas. Donc voilà. Alors oui, j'en profite en fait. Vous voyez que le bidon est déformé. C'est simplement parce que j'ai chassé l'air en fait à l'intérieur, parce que le catalyseur, il s'oxyde rapidement et du coup il cristallise. Et donc il faut qu'il y ait le moins d'air possible dans la bouteille. Sachant que ça existe aussi en plus petite quantité. Hein. Là, c'est 2 fois 1 kilo, donc ça fait 2 kilos. Ça existe en... Après, il y a peut-être d'autres résines. Moi, j'ai pas essayé d'autres résines. Celle-là, je l'utilise depuis plusieurs décennies. Ouais, au moins 2. Et donc, je fais confiance à celle-ci. Maintenant, il y en a peut-être d'autres dans des contenants plus limités. Donc, ensuite, bah, les gants. Hein. Et puis, des petits verres doseurs. Hop, voilà. Hop. Donc, à part égale, donc c'est des petits verres doseurs qui sont gradués. Donc, c'est super pratique. Donc, on va faire 20 plus, peut-être 30, peut-être 40 même. Ouais, voilà. 40 ml de chaque. Quoique non, 40 ml, je ne vais pas le rentrer, mais bon. Hop là. 2 mètres. 30. Alors, il y a beaucoup de bulles, là, vous voyez, quand je verse. Pas si on voit les bulles, c'est parce que je viens de secouer. L'idéal, c'est de laisser reposer une petite demi-heure. La couleur sera homogène et vous aurez moins de bulles. Cela dit, l'avantage, c'est que vous allez voir, il y a beaucoup moins de bulles une fois qu'on a effectué le mélange des deux, en fait. Donc là, j'ai 30. Donc c'est à part égale. Donc là, il faut juste que je fasse attention puisque j'ai mis un peu plus. Donc j'ai mis 40. Donc il faut que je laisse 10. Hop. Et on doit être... ouais, je vois plus le truc, donc c'est bien. Voilà, un peu plus. Voilà. Et donc, on touille pour avoir une résine homogène. C'est une résine à prise rapide, donc en fait, ça va être prêt là, avant la fin de la démo, on pourra démouler le pavé, en fait. Donc un peu dans un sens, un peu dans l'autre. On a perdu déjà un peu de bulles, on voit qu'il y a moins de bulles que tout à l'heure. J'ai oublié de mettre mes gants. Personne ne me l'a dit. Bon, j'ai l'habitude, hein, j'en prends plein les doigts. Après, le problème, c'est qu'il faut une semaine pour que ça parte. Donc c'est un peu pénible. Et puis après, je pense que l'organisme, il n'aime pas trop ça, mais voilà. Donc à partir de là, bah, il suffit de couler. Hein. Donc, hop, je vais revenir ici. Tout
tout simplement, donc je fais vraiment une toute petite épaisseur, il n'y a pas besoin de faire 5 cm. Hein. Et donc, je fais aller un peu dans tous les coins, donc j'espère que ça ne va pas trop sortir de mon coffrage. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, il y a un petit pavé qui n'a pas été rempli. Hop, un peu les retouches. Et donc voilà, bon là je vois que j'ai quelques cristaux du catalyseur en fait que j'aurais dû tamiser avant de passer. Donc du coup voilà, là il risque d'avoir des petits soucis au niveau de la résine, c'est-à-dire qu'à ces endroits-là, la résine risque de pas prendre et donc on risque d'avoir des zones où la résine sera ad vitam aeternam non figée, quoi. Donc voilà, on va attendre que ça prenne, il y en a pour 2-3 minutes. Ouais, c'est déjà en train de figer là, donc voilà. Quand même mettre mes gants pour toucher un petit peu, non, quoi que c'est pas la peine. Hop. Donc, oui, il reste des fois des journées entières quand je travaille ouvert. Oui, c'est vrai que oui, ça peut vite partir un coup de coude et puis dommage. Donc voilà, ça je vais le mettre. Non, je vais le mettre ici, ça sera plus simple. Hop. Une autre technique, en attendant que ça prenne, pour faire des pavés. Alors, c'est avec le rouleau magique. Vous avez peut-être vu ça chez Green Stuff World. Ou peut-être chez Cultura, ouais, voilà. Donc c'est des pavés qui sont, enfin des pavés. Il y a plein de motifs. Hein. D'ailleurs, chez Etsy aussi. Enfin bref, il y a trouvé ça partout. Donc avec là en l'occurrence, donc c'est Green Stuff World, c'est des pavés. Il y a des briques, il y a plein de formes. Et donc ça, c'est pour faire une empreinte directement dans différents matériaux. Donc, on peut faire ça dans de la pâte à modeler qui sèche à l'air, par exemple. J'ai pas essayé, donc je sais pas si ça finit par craqueler ou tout ça. J'utilise rarement la pâte à modeler, enfin, moins qu'à une certaine époque, la pâte à modeler qui sèche à l'air, Das Pronto, merci, voilà, c'est ça. Comment? Oui, ça craquelle beaucoup, donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'utilise moins et plus rarement. Et donc, en fait, je me suis aperçu qu'on pouvait le faire aussi sur de la mousse, et notamment sur la mousse bleue, ou sur de la mousse du styrofoam. Je sais plus comment. Il y a aussi le balsafoam. Ça, j'ai pas essayé non plus. J'aime pas le balsafoam tout simplement parce que c'est un peu comme le plâtre. C'est-à-dire que dès que vous commencez à graver dedans, il y a plein de petits déchets qui sont qui sont hyper volatiles en plus et qui sont, je trouve, assez désagréables au toucher. Donc bref, donc du styrofoam, de la mousse bleue, et donc tout simplement ça c'est obtenu en pressant assez fortement le rouleau. C'est-à-dire qu'en fait moi je me mets debout et j'appuie carrément avec les deux mains. Je vais pas le faire ici parce que ça va être compliqué à filmer, mais bon, on appuie dessus, on roule et on obtient donc un motif qui est assez correct, je trouve, c'est pas mal. Je trouve que ça rend bien pour faire une route rapidement. Bon, par contre, ça manque. Ils ont essayé de faire quand même des motifs un peu dégradés, enfin des endroits où les pavés ont disparu, où ils sont enfoncés. Et du coup, je trouve que c'est une bonne astuce, c'est pas mal. Par contre, ils ont fait une grosse bêtise, pour pas dire un mot plus grossier, c'est qu'en fait, ils ont gravé leur truc dans le sens de la largeur. Et le problème, c'est qu'en fait, vous faites des tronçons de route de 12 cm. Et donc, faut les ajuster les uns après, à côté des autres pour pouvoir faire une route, voilà. Parce qu'une route, pour eux, c'est ça. Mais ça marche pas comme ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. C'est que les pavés sont dans le sens perpendiculaire au trottoir. Donc voilà. Bon, ça, on s'en sort, hein, parce que là, non, c'était plutôt de ce côté-là, voilà. Si on fait ça, bon, un petit coup de joint et ça se voit pas. Puis en plus, il va en général y avoir un véhicule dessus, bon, voilà.
Donc, c'est une autre technique qui est pas mal, je trouve, et puis bon, qui rend pas mal. Alors, je parlais tout à l'heure du styrofoam. On n'a pas le même rendu suivant la face. Il y a une face B, une face A, apparemment. Donc, il y en a une qui doit être légèrement, je sais pas, filmée, et du coup, ça, c'est un peu moins précis comme motif, je trouve, par rapport à l'autre côté. Je trouve que c'est plus ferme en fait, plus marqué. Donc voilà. Donc voilà une autre technique en fait pour faire des pavés. Il y a plusieurs modèles d'empreintes sur le rouleau que vous avez. Alors sur ce rouleau-là, il y a que ce modèle d'empreinte, donc il y a que ça. Mais après, ils ont, je sais pas, 5 ou 6, peut-être une dizaine de rouleaux. Et puis après, vous tapez sur Internet rouleau à texturer, et puis vous avez plein de modèles différents. Donc il doit y avoir d'autres modèles de rouleaux avec des pavés, hein, ça doit exister. Et peut-être même dans le bon sens. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'avais fait un petit essai là sur du carton plume. Donc pour faire des pavés, donc c'est un peu la même technique que pour les pierres, hein, c'est-à-dire qu'on fait des lignes, et puis après avec l'outil, où est-ce qu'il est mon outil? Le voilà. Après avec l'outil cuillère entre guillemets, bon, on arrondit les angles comme tout à l'heure, et puis on peut faire un peu des effets de surface un peu plus irréguliers, voilà. Donc le carton plume, donc en enlevant la pellicule de carton, la mousse bleue avec un rouleau, la résine et puis le PVC expansé. On va regarder si la résine a pris. A priori, ça devrait être bon. Alors, pas tout à fait. On va attendre encore un petit peu. Ça va, j'ai pas le doigt qui est plein de... et bien sûr, ça va être mon jour. Ça va pas vouloir prendre en 10 minutes comme à la maison. De quoi je peux vous parler encore? Vous avez des questions? Oui, voilà. Non, pas de questions. Ils sont merveilleux. Eh bien, dans une prochaine démonstration, on fera la peinture de ce décor. Non, en fait, il sera déjà fini d'ici les 2 prochaines années et la prochaine édition de l'expo. Par contre, il se peut que je vienne avec pour que vous voyez terminer. Donc, voilà. Avec ces matériaux-là, on peut vraiment faire plein de choses. Là, je me suis amusé. Donc, quand j'ai fait la toiture, par exemple, j'ai fait avec du bois pour faire les poutres. J'aurais aussi bien pu la faire avec des morceaux de Forex, en fait. Faire des poutres et puis après leur donner un peu plus de texture. Par exemple, tiens, une texture qu'on peut donner. Imaginons que ça, on veuille en faire une poutre. Donc, eh bien, avec mon poinçon, on peut faire les veines du bois, en fait, assez facilement. Alors, l'idée, c'est d'être le plus irrégulier. On peut faire des nœuds du bois aussi à certains endroits. Est-ce que vous voyez bien? Non, pas du tout. Alors, comme ça, c'est mieux? Non, toujours pas. Ah, c'est mieux. On voit pas le nœud, non. Ah, c'est bon. Non? Si, là. Ouais, c'est trop petit, en fait, par rapport à la puissance. Ouais, je bouge plus. C'est flou, ouais, c'est ça. Ouais, excuse-moi. Je bouge plus. Ouais, il y a un maximum, il peut pas. Voilà. Oui, c'est pour qu'il fasse la mise au point. Est-ce que c'est mieux? Bon, vous comprenez le principe en fait, c'est-à-dire qu'avec une pointe qui est un peu émoussée, pas que ce soit aussi pointu que... Oui, voilà, c'est ça, il y a un peu de bordel derrière, on va le dire. Voilà, vous pouvez faire les veines du bois et donc vous pouvez reproduire enfin une texture qui ressemble à du bois, quoi. Et donc vous pouvez faire des poutres, vous pouvez vraiment... je trouve que d'ailleurs mieux que le bois, c'est-à-dire le balsa, qui est bon, qu'on peut regraver aussi, mais que d'autres types de bois un peu plus durs, je trouve que plutôt que d'utiliser du bois, c'est souvent plus réaliste d'utiliser du plastique, de la carte plastique ou le Forex, qui est quand même plus tendre, pour graver en fait des veines du bois comme ça. Donc après c'est un avis perso, hein, chacun fait comme il veut, mais je trouve que
c'est un matériau, enfin comme le PVC expansé, qui est vachement intéressant pour faire des réalisations d'architecture ou de matériaux, pardon. Voilà. Je pense que ce n'est toujours pas pris, voilà. Donc, on est encore dans les temps, donc on va attendre un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Alors, pour la maison, par exemple, j'ai aussi fait, qui doit être quelque part par là, j'ai commencé à travailler sur les huisseries et sur l'intérieur, en fait. Donc, les huisseries, en fait, c'est notamment les fenêtres et les portes. Alors, j'ai oublié les portes, voilà, c'est bien. Donc, là, nous avons une petite lucarne, et donc, j'ai fait la fenêtre. Alors, c'est simplement des profilés, en fait. Alors, on va recommencer en essayant de zoomer. Donc voilà, en fait, c'est simplement des profilés plastiques, en fait, qui sont empilés les uns sur les autres pour donner de l'épaisseur. Bon, là, c'est une fenêtre toute simple, en fait, donc il n'y a pas beaucoup de moulure ni quoi que ce soit. Mais si on veut une fenêtre un peu plus ouvragée, en fait, il suffit de superposer différentes bandelettes de styrène, plus ou moins épaisses. On peut même faire des... alors, moi, je mets pas de quart de rond, par exemple, pour faire les moulures arrondies. Je mets carrément une section ronde, parce que de toute façon, après, c'est noyé dans la masse, et on arrive à faire des moulures. Je crois que je dois en avoir sur cette partie-là, qui est la partie... ouais, voilà. L'encadrement de la porte d'entrée et le lambris. Donc, je sais pas si vous voyez, parce que c'est vraiment tout petit. En fait, ici, en fait, j'ai mis des sections rondes de façon à créer une moulure, en fait, une espèce de petite corniche au-dessus de la partie basse du soubassement de l'intérieur de la maison, qui sera en lambris, donc. Et là, pareil pour l'encadrement de la porte, en fait, on voit qu'il y a plusieurs épaisseurs de carte plastique. Enfin, c'est de la carte plastique ou des profilés plastiques. On peut arriver à donner... là, on voit aussi de ce côté-là, ici, là, les différentes épaisseurs, et puis les sections rondes que j'ai mis pour faire des reliefs et des moulures autour de la porte. Donc ça, c'est de la carte plastique, quoi. C'est pas du Forex ni du PVC expansé. Et alors, en PVC expansé, justement, puisque vous êtes là et qu'on a encore un peu de temps, on a commencé en retard, on peut bien déborder de 5 minutes. Alors, j'avais préparé... Enfin, c'est un diorama qui est en cours également, donc, qui est fait tout en PVC expansé, en fait. Donc, c'est plutôt grande ville américaine, donc New York, Chicago, etc. Donc, je sais pas si... Ouais, c'est un peu grand pour... Donc, toute la partie, la supérieure, c'est tout fait en PVC expansé. Donc, le gravage de la brique, c'est le même principe, en fait, que pour la mousse bleue, hein, simplement. J'ai beaucoup utilisé le poinçon pour faire les séparations, pardon. Les fenêtres, par contre, elles sont en carte plastique. L'angle de la maison qui est en béton, ainsi que les chapeaux des murs, pardon, sont en Forex. Et donc, la base, oui, ça risque d'être peut-être un peu chaud pour rentrer dans la caméra. Donc, la base, c'est du PVC expansé, pardon, sur lequel j'ai gravé donc les dalles. Donc, peut-être que je vais faire comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir tout. Donc, là, pareil, j'ai fait une petite boutique. On va enlever la porte. Pardon. Tout ça, c'est donc en carte plastique et en profilé de styrène, en fait, en carte plastique, en gros. Donc, qui sont superposés, qui sont collés les uns sur les autres pour voir les moulures, vous voyez, les encadrements, les fioritures qu'il y a sur les devantures de magasins. Là, c'est pas encore terminé, c'est les moulures qu'il y a, ce qu'on appelle les corbeaux, en fait, qui soutiennent l'enseigne, en fait, qui est au-dessus. La partie intérieure, le plancher, c'est pareil, j'ai fait un dallage dans du PVC expansé. Là, j'ai mis des petits plots, en fait, c'est simplement pour
sur le sol, en fait, c'est simplement pour caler ma devanture. En fait, on voit que c'est des tubes en fait en carré, en fait en styrène. Donc voilà, c'est simplement pour les caler correctement. Donc ça vient là, ça s'emboîte comme ça, normalement, si tout va bien. Voilà. Et au-dessus, donc, la partie habitation, avec... Donc pareil, comme on est aux États-Unis, on est sur... là, pour le coup, pour une habitation avec du bardage bois, en fait. C'est-à-dire c'est une ossature bois avec du bardage... comment ils appellent ça? Clipboard. Je sais pas comment on dit en français, en fait. Il doit y avoir... Oui, c'est des planches. Alors, il y a deux types. Ouais, voilà, c'est comme du bardage, voilà, bardage en français. C'est des planches qui se recouvrent, ou alors des planches qui sont à joint, en fait, comme du lambris finalement. Et donc, bon, c'est encore en composition. Donc voilà ce qu'on peut faire avec du PVC expansé et un peu de carte plastique. Bon, après, on peut aller beaucoup plus loin. Hein. Je pense qu'on peut faire des chapelles, des cathédrales, etc. L'arrière, en fait, simplement, j'ai utilisé du carton-plume plutôt que d'utiliser 5 mm de PVC ou de Forex. Ça coûte moins cher d'acheter du carton-plume, en fait, et puis c'est plus léger. Donc voilà. Donc ça, c'est une des réalisations qui sera publiée dans Steel Master numéro 499. Si j'ai le temps de la finir un jour, si possible avant, parce qu'on sera plus là. C'est ça. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je suppose que c'est toujours pas pris. Ah, si, miracle. Ah, c'est bien. Donc, voilà. Bon, et bien une fois que c'est pris, donc le mieux c'est de le toucher quand même avec un outil avant pour être sûr que voilà, ce soit pas, sinon vous allez vous en mettre sous les doigts, ou alors porter des superbes gants de la marque Intel que je n'ai pas utilisé. Bref, donc on enlève les bordures. Alors, la résine est à peine prise. J'espère que je vais pouvoir le démouler. Ouais, ça serait dommage de ne pas avoir ça, quoi. Alors, j'ai passé un coup de cutter. Alors, en général, oui, la résine a tendance à remonter sur les bords. Hein, donc, moi, en général, je coupe avant de le démouler, en fait, je coupe le bord qui est un peu relevé sur les... Voilà, hop, tout simplement. Mais on peut le couper après, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je ne vais pas le couper en entier parce qu'on n'a pas le temps. Donc voilà, c'est... Voilà. Alors, j'espère que je vais pouvoir la démouler. Hop. Allez, un petit miracle, voilà. Donc la résine est encore souple. Je le fais systématiquement quand la résine est encore souple. Deux raisons à ça. La raison, c'est que si j'ai un décor, si je veux par exemple faire une route pavée défoncée, qui est un peu tortueuse, on voit dans des vieux chemins, enfin, dans le nord, nous, on a le Paris-Roubaix. Vous connaissez la course de vélo? Donc, les gars qui voilà, font du vélo sur ces pavés-là, ils savent que des endroits, il y a pratiquement 50 cm de dévers entre... donc, eh ben, quand la résine, elle est malléable, et donc on peut la mettre en forme comme on veut. Et donc, si on a un relief en dessous, eh ben voilà, on peut la mettre en forme. Et comme elle va continuer à durcir, eh ben dans une heure, elle sera dure, elle aura gardé la forme. L'avantage aussi de la mouler en faible épaisseur. Là, on doit avoir à tout casser, je sais pas, des endroits, il doit y avoir même pas 1 millimètre. Oui, d'ailleurs, on voit à travers, là, entre les pavés. Et puis, les pavés les plus épais doivent faire, oui, 1 millimètre, 1 millimètre et demi, 2 millimètres, quoi. Donc, voilà. Donc, bah, après, il suffit, vous avez compris, de découper à la forme et de mettre en place, quoi. Et ce qu'on va voir ici aussi, c'est en relief, si je la mets comme ça, on voit les pavés que j'ai enfoncés un peu plus dans la plastiline, qui ressortent. Et donc, voilà, c'est un bon moyen pour faire des pavés irréguliers, tout ça. Je trouve, en tout cas. Pour moi, c'est encore un des moyens faciles. Et donc, pourquoi je la démoule quand elle est encore souple? C'est qu'en fait, ça m'évite... Si je la démoulais alors que la résine avait complètement durci, le problème, c'est que j'abîmerais mon empreinte. Alors que là, en fait, en la démoulant, quand elle est encore souple, mon empreinte, elle est quasi intacte. Et du coup, je peux remouler dans la foulée, quoi.
Et il m'arrive parfois de faire 5-6 moulages d'affilée. Après 5-6 moulages, la plastiline elle a quand même pris un coup parce qu'à chaque fois, elle chauffe un petit peu, donc elle se déforme et tout ça. Mais il suffit de refaire refroidir la plastiline et elle redurcit, et puis vous pouvez recouler dessus ou retoucher quelques pavés qui auraient morflé un petit peu pendant le précédent moulage, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est une des techniques. Ça peut, on se dit de la résine, pas facile et tout ça, mais finalement, ça se fait, hein. Même sans gants. Et quand on démoule, ça prend jamais la plastiline en même temps? Non, moi j'ai jamais eu de plastiline qui venait avec, sauf les fois où j'ai laissé durcir. Du coup, effectivement, comme il était rigide, ça emportait la plastiline dans certains endroits, et notamment dans les creux les plus profonds. Et alors là, pour aller le décaper, bon, la plastiline, si, il suffit de passer l'ensemble dans de l'eau bouillante, en fait. Ça va ramollir la résine et ça va faire fondre la plastiline. La plastiline fond en chauffant, en fait. Donc voilà. Des questions? Voilà. Donc je pense qu'on a terminé là. Oui, on est dans les temps, donc c'est parfait. Donc j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous donnera des idées pour le prochain diorama. Et merci. Ça m'a fait plaisir de partager avec vous. Et demain, voilà, c'est ce que j'allais dire. Demain, on poursuit. Alors peut-être sur autre chose, on verra. Ça peut être, on va pas refaire la même en tout cas, donc ça sera forcément différent. Voilà. Bah, bonne fin d'après-midi, bonne suite pour la prochaine démo. Je pense que ça va être intéressant aussi.